Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons une invitée qui nous vient du Sénégal, avocate, députée. Elle dirige aujourd'hui le mouvement Oser l'avenir. Madame Aïssata Tall Sall est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. L'élection présidentielle au Sénégal, c'est en février prochain. Le pays vit comme un air de pré-campagne électorale. Dans les états-majors de ceux qui estiment qu'ils seront candidats à cette élection, ça bouge un peu. Comment est-ce que le Sénégal va aujourd'hui? Mais le Sénégal va comme un pays qui est en attente d'un tournant extrêmement important pour son destin, pour sa continuité en tant qu'État, en tant que nation, en tant que pays qui vient d'une indépendance consacrée depuis 1960 et bientôt qui aura 60 ans de souveraineté internationale et dont les populations attendent encore, elles, d'être indépendantes sur le plan économique, sur le plan social, parfois même sur le plan culturel. Donc le Sénégal est un pays qui a besoin de changement. Voilà pour résumer la situation, ce que je pourrais vous dire. Alors vous parlez de tournant, est-ce que le tournant classique ou bien celui de février sera différent des autres? Je pense qu'il doit être différent. Il doit être différent et peut-être un tout petit peu pareil aussi, parce qu'en politique, les alternances doivent rythmer la vie démocratique. Au Sénégal, nous en avons connu. Nous en avons connu une première en 2000, nous avons connu une deuxième en 2012 et nous attendons celle-là en 2019. Mais je dis qu'elle devra être différente. Elle devra être différente parce que le Sénégal est maintenant un peuple mûr pour porter les vrais changements. En 2000, on avait eu l'impression d'un rejet d'un système qui était là depuis l'indépendance. C'était le système de Senghor que Abdou Diouf a pris ensuite en héritage. En 2012, on a également procédé à une alternance de rejet d'un système parce qu'ils avaient pensé, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais le peuple n'a jamais tort en démocratie, qu'Abdoulaye Wade voulait mettre son fils sur le fauteuil. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'avons ni la première condition, ni la seconde condition. Donc nous pensons que si les Sénégalais votent pour le changement, ils opteront pour le vrai changement. Le changement en profondeur, comme le peuple l'attend, sur le plan institutionnel. Les problèmes de la justice que nous avons vécus, les problèmes de l'Assemblée nationale, peut-être que nous y reviendrons. Sur le plan économique, comment aujourd'hui, tous les jours, on nous chante des taux de croissance qui n'ont aucun impact sur nos populations et sur pas mal de domaines que nous pourrons évoquer au cours de l'entretien. Nous parlons de présidentiel justement, mais qui dit présidentiel dit fichier électoral, mais celui qui est en cours d'élaboration aujourd'hui suscite quand même quelques polémiques. Où est-ce que vous vous placez par rapport à ce débat? Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure dans la présentation, je suis député à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a quelques 2 ans, le ministre de l'Intérieur du Sénégal s'était présenté à la représentation nationale pour nous dire qu'il voulait procéder à une refonte de ce fichier. Déjà, le verre était dans le fruit à cette époque-là. Pourquoi parlez-vous de verre dans le fruit? Et je l'avais dénoncé parce qu'aucune raison pertinente ne nous avait alors été proposée pour que ce fichier-là soit changé. Ce fichier-là avait permis que Macky Sall gagne l'élection de 2012. Ce fichier-là avait permis que ces députés de la majorité aillent à l'Assemblée nationale la même année, en 2012. Ce fichier-là avait permis que lui-même gagne la majorité des communes et des mairies en 2014. On ne voyait pas de façon fondamentalement sincère quelle était la raison que le pouvoir pouvait invoquer pour procéder à la refonte de ce fichier. Bref, on nous y a conduit par le vote de sa majorité et depuis nous sommes là. Beaucoup de Sénégalais ont été éjectés de ce fichier parce que la condition de ce changement était que chaque Sénégalais aille se déplacer auprès d'une commission d'enregistrement et d'enrôlement pour dire qu'il veut confirmer sa présence dans le fichier. Mais une fois qu'on est présent, qu'on n'est pas mort, qu'on n'a pas été radié pour des raisons judiciaires, on reste dans le fichier, il n'y avait pas à le confirmer. Donc on a expurgé de fait beaucoup de Sénégalais qui aujourd'hui se retrouvent sans carte électorale alors qu'ils étaient auparavant inscrits. Voilà le premier défaut de ce fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes 6 millions d'électeurs, on aurait peut-être pu être plus que ça si on avait continué avec l'ancien fichier en enrôlant les nouveaux inscrits. Mais dans le même temps, certains estiment que vous faites un procès d'intention au pouvoir en place parce que, d'une manière ou d'une autre, une liste électorale a besoin d'être mise à jour. Il y a d'autres Sénégalais aussi qui n'étaient pas en âge de voter hier, mais qui le sont aujourd'hui. Oui. Il faut les intégrer aussi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais on en parle.
On en parle, mais vous savez, quand on est dans l'opposition, il faut énormément de moyens pour rattraper le pouvoir sur ces questions-là. L'élection se gagne en amont, au moment de l'inscription sur les listes électorales. Mais vous voyez le trésor d'imagination et même de trésor financier tout court qu'il faut déployer pour arriver à inscrire tous les Sénégalais qui souhaitent être inscrits. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque a dit « je fais la refonte », on lui a dit non. Vous êtes en train de fausser le jeu parce que vous, si vous faites la refonte, vous avez les moyens logistiques, financiers, administratifs d'enrôler autant de vos partisans que vous voulez. Et nous, vous allez nous installer dans une campagne électorale en y dépensant les moyens que nous n'avons pas, en nous demandant une logistique que nous n'avons pas pour aller enrôler nos gens. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui voulaient s'inscrire à l'époque n'ont pas pu le faire et donc ne voteront pas en février 2019. Mais Madame Sall, dites-nous, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ceux qui sont exclus de ce fichier électoral dont vous parlez sont des partisans de Macky Sall? Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas nos partisans? Parce que nous, on part d'une règle simple, que le pouvoir, lui, avec les moyens qu'il a pu inscrire tous ses partisans, et que ceux-là, à contrario, qui sont laissés en rade, que c'est potentiellement nos partisans. Oui, mais c'était de votre ressort aussi de sensibiliser vos militants à aller quand même accomplir ce devoir que je dirais même civique. On l'a fait. Mais vous connaissez nos communautés en Afrique. Oui. Vous savez comment les choses marchent. Quand on n'a pas les moyens de cette politique-là, on part très souvent, je ne dis pas battu, parce que la victoire c'est autre chose. Les éléments de la victoire c'est autre chose. Mais disons qu'on ne part pas dans les mêmes conditions d'égalité que le pouvoir qui, comme je l'ai dit et répété, lui a les moyens d'enrôler tous ses militants et tous ses partisans pour les amener à voter le jour J. Une nouvelle donne dans ce processus électoral, c'est le parrainage qui a été de mise. D'abord, pendant le vote de cette loi au Parlement, vous avez montré quand même votre désapprobation. Oui. Apparemment, vous avez même boycotté le vote. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi vous avez eu cette attitude? Alors, excusez-moi d'avoir une réponse un peu personnelle. Moi, j'ai rarement boycotté un vote. Parce que je suis avocat de métier, je sais ce que c'est prendre un engagement et prendre un engagement solennel par un choix libre qu'on exprime. Et c'est ça le sens du vote. Donc très rarement je boycotte. Mais si ce jour-là, nous en sommes arrivés à un boycott, c'est que la majorité a tout fait. D'abord pour obstruer le débat. Nous avons, en quoi faisant par exemple? Nous avons débattu difficilement. Parce que quand la séance s'est ouverte, nous avons voulu sur des questions préalables que le président de l'Assemblée nationale nous donne la parole. La majorité s'y est opposée. Ce jour-là, on a même connu de la violence à l'Assemblée nationale. Moi, je suis à mon deuxième mandat de député. C'est la première fois où j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, et c'est le même, lors de la première mandature, et pour celle-là, je l'ai vu faire appel à des forces de l'ordre pour expulser un collègue de la salle. Heureusement qu'on n'est pas arrivé à cette extrémité, mais il s'en était fallu de peu pour que cela se passe. Ça aurait été un précédent grave dans notre histoire parlementaire. Mais qu'est-ce qui cristallisait le débat, justement? Ce qui cristallisait le débat, c'est que le président Macky Sall, un jour, a voulu imposer le parrainage. C'est vrai, il avait appelé à un dialogue. Mais c'est vrai que ce dialogue, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est vrai que pour ce dialogue, nous avions eu des contre-propositions. Personne ne nous a écoutés sur ces contre-propositions. Personne n'a même pas cherché à savoir si elles pouvaient être pertinentes avant de les accepter ou avant de les rejeter. Et nous pensons que dans notre pays, nous avons une tradition démocratique et une bonne tradition démocratique que nous devons conserver. C'est qu'à l'approche d'une élection aussi capitale qu'une élection présidentielle, que nous puissions procéder à des changements par consensus. Et depuis 1992, c'est la tradition au Sénégal. Abdoulaye Wade n'était même pas élu, a fortiori Macky Sall. Donc nous l'avions seulement appelé à respecter cette tradition, cette bonne tradition démocratique. Nous n'avons pas pu. Et quand la loi est arrivée à l'Assemblée nationale et que la majorité a voulu faire obstruction au débat, c'était peut-être la goutte de trop qui a fait déborder le vase, et nous n'avons pas accepté dans ces conditions-là de rester parce que nous n'étions plus dans la dignité parlementaire qui nous permettait de voter en acceptant ou de voter en refusant. Mais allons un peu au-delà des questions de consensus. Le parrainage en lui-même, est-ce que ce n'est pas une manière d'isoler ou bien d'extraire du lot les candidatures fantaisistes? Moi, je vais vous faire
un aveu, parce que je suis honnête dans ma démarche et dans la formulation de mes idées. Le parrainage, sur le principe, on ne peut même pas dire qu'on doit l'exclure comme ça, ex nihilo. Ça peut avoir un sens en démocratie. C'est le cas. On le pratique dans les grands pays ou dans les grandes démocraties occidentales. C'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays. Le Sénégal lui-même l'avait vécu au début de ses années d'indépendance. Mais c'est la façon avec laquelle ce parrainage-là a fait irruption à quelques encablures de l'élection présidentielle, sans vraiment un dialogue approfondi, sans un débat à la représentation parlementaire, qui a fait que nous avons pensé que c'était un parrainage qui n'a été fait que pour éliminer les candidats. 0,8% du fichier électoral au minimum, 1% du fichier électoral au maximum, entre 52 000 et 60 000 électeurs inscrits, quand en face la majorité nous dit « moi je veux avoir 3 millions de parrains », 3 millions de parrains c'est 50% du fichier, donc en disant aux autres « on va vous jeter les autres 3 millions, allez vous les disputer pour savoir qui aura entre 8 et 1%, on a faussé le jeu. On a vraiment faussé le jeu. Voilà la raison pour laquelle nous avons dénoncé ce parrainage. Voilà la raison pour laquelle nous avions appelé à le réformer, à en discuter, à faire que les Sénégalais comprennent et acceptent que ça peut être une règle du jeu, mais que ça ne peut pas être un moyen d'évincer des adversaires. Mais nous sommes en démocratie, c'est la raison du plus fort. Ah, là, je vais vous ramener à notre débat de ce jour-là. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, m'a dit, en répondant à mon intervention, que la démocratie, c'est la règle du nombre. Je dis oui, mais le consensus, il est préférable à la règle du nombre. Mais le consensus, seuls les grands hommes en sont capables. Et je ne peux pas imaginer que dans mon pays, qui vit une tradition démocratique depuis très longtemps, qu'on ne puisse pas trouver de grands hommes capables de se rencontrer autour d'un consensus pour le bien, non pas de Macky Sall, non pas de nous autres, mais pour le bien du Sénégal. Le consensus, c'est une règle non écrite. On ne l'obtiendra pas toujours. Ça fait partie de l'évolution aussi de la vie politique du pays, non? Dans les sociétés modernes, la règle la plus belle et la plus élégante, c'est la règle qui n'est pas écrite et qui est pourtant acceptée. Quand elle est écrite, souvent elle est écrite en termes de prohibition. Si tu la violes, voilà ce qui va t'arriver. Quand elle n'est pas écrite, la personne l'accepte d'elle-même et s'abstient de la violer. Voilà pourquoi le consensus doit être la plus belle règle dans l'expression démocratique. Et malheureusement, on a manqué de ça ce jour-là. Madame Aïssata Tall Sall, on va continuer dans cette émission et parler quand même de ce qui a émaillé le quinquennat qui est en train de finir, de ce qui se profile à l'horizon par rapport à cette élection où certains grands candidats entre griffes risquent d'être absents, et de parler aussi, est-ce que vous aussi vous êtes très évolué en termes de collecte des parrainages, autant de choses que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause si vous le voulez bien. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.